En 2004, Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar et en famille. Accompagnés de leurs 2 zébus et de leurs charrettes, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 3 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar. Nous remontons la côte orientale de l'île vers le nord. À Voïpen, nous avons fait une halte au foyer d'handicapés du Père Emerick, pour qui nous avons levé 6 000 €. Puis nous nous sommes engagés sur la plus grande plage du monde. 500 km coincés entre la quiétude du canal des Pangalanes et la fureur de l'océan Indien. Alexandre a dû adapter notre charrette en chariot flottant pour franchir les Vinanes, ces nombreuses embouchures qui coupent notre route. Les pluies abondantes de la région empêcheront toute nouvelle traversée, nous obligeant à emprunter le canal dans une fenêtre de soleil. Et voilà, ce matin, on a quitté Mahanour, après ces 4 jours de bateau magnifique, et puis 2 jours bloqués par la pluie. Le soleil a pointé le bout de son nez. Et là, c'est bon goudron jusqu'à Vatumanch, 85 km. Les sabots des zébus sont en pleine forme. Donc là, sur le goudron, on va leur faire une petite pédicure. Ça là, bah, regarde, à Madagascar, les lits sont voyageurs. Sur la route, on voit de tout, même des lits. Avec la musique. Poulet. Nous prenons la route pour 3 jours sur un ruban de bitume monotone, ennuyeux et fatigant. Nous n'aimons décidément pas marcher sur le goudron et c'est avec soulagement que nous rallions la côte, accueillis chaleureusement par les sourires des habitants de Vatumanch. Vatumanch, ça veut dire le rocher qui dort. Et effectivement, juste devant la passe, il y a un grand rocher, ce qui est très rare sur cette côte. Un rocher allongé. C'est magnifique à Madagascar. La toponymie, les sites ont un nom qui correspond à leur description géographique. Donc on peut lire le paysage avec les noms des villages. Notre trajet se poursuit le long de la plage sur ce cordon littoral qui va nous conduire au lac sacré d'Ampitabe. Une marche de 8 jours, loin du goudron, qui nous ressemble le plus. Alors là, c'est du hors-piste comme en Afrique, hein, dans les herbes à lions. Heureusement, il n'y a pas de lion à Madagascar. C'est qu'il n'y a plus de bêtes féroces. Et là, c'est magnifique. On avance la piste. Là. On flaire, on mange la mer. Ces prairies herbeuses sans serpents ni lions confirment que la nature malgache est sans danger. Même s'il reste une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Bon, j'arrive pas à faire le point, mais ça, c'est ce qu'il y a de l'autre côté de la moustiquaire. Le nombre de moustiques au centimètre carré. La piscine est envahie, on peut même plus sortir de la tente. Il y en a des milliers. Oh là là, si les gens n'ont pas de moustiquaires chez eux, je sais pas comment ils font. C'est une priorité, les moustiquaires. Avant tout traitement, il faut prévenir, quoi. C'est le bal de l'enfer, là. Ouais, là, espérance de vie, c'est 3 semaines, quoi. Et encore.
Ici, le moustique est une véritable menace. Et cette nuit me rappelle notre vulnérabilité. Alors vous partez maintenant? Ouais. Avec la pirogue, on va passer. Ulysse a eu un accès de fièvre tout à fait suspect cette nuit, en se plaignant de maux de tête et de... Mal derrière les yeux. Ouais. C'était Bon, brûlant. on est à 15 km d'un hôpital. Devant, c'est 100 km. On n'est pas à une demi-journée près. On va faire demi-tour, mais on va l'observer. Si ça s'aggrave, bah, on a bien fait. Et si ça ne s'aggrave pas, eh ben, on a bien fait parce qu'on revient et que tout va bien. OK? Hop là? Moi, je pense plutôt que c'est une insolation. C'est possible que ce soit une insolation. J'espère ardemment que ça n'est qu'une insolation, mon petit chou. Mais d'ici là, on ne va pas prendre de risques. Ulysse n'a pas l'air de s'en faire, mais nous sommes très inquiets. Nous redoutons une crise de paludisme qui, si elle n'est pas traitée à temps, peut être fatale. Nous trouvons au village le plus proche des pêcheurs qui nous ramènent d'Ardar à Vatumanj. Comment tu vas, Ulysse? Comment tu te sens? Bien. On va s'occuper de toi, mon petit chou. Même si le trajet est court, il n'en demeure pas moins une aventure. Oh, il y a le bateau qui coule là. Et Ulysse doit écoper. Vas-y, écope, petit chou. Après, tu vas me le passer, j'en ai plein aussi entre les jambes. Ah oui. Ouais, là c'est. Mais c'est bien. Repose-toi, mon chou, repose-toi. En fait, c'est ici que l'eau rentre en permanence. L'idée, c'est de écoper plus vite que l'eau rentre, quoi. Allez, il y en a qui rament, il y en a qui écopent. Ça va, Ulysse? Pas trop mal à la tête? Les yeux, t'as mal aux yeux? Arrivés à Vatumanj, nous sommes rapidement pris en charge au dispensaire. Là, on te fait le test de la goutte épaisse. Oui, c'est Test pas lui. malaria, oui. Il n'a pas eu de frisson encore. Hein. Il n'a pas eu Non, tant qu'il est de température, il faut faire le test. Et là, il y a une petite barre devant le C. Tu vas devant le ici. Ça veut dire que le test est bon. Le test est bon. Il n'y a pas de malaria. Bon, ça, pour l'instant, c'est rassurant. Allez. Comment dirais-je? Ouvre ta Ouvre bouche. ta bouche. Tire ta langue. Mais les examens les plus simples sont souvent les plus efficaces. Tu ne t'éternues pas de temps en temps. Si j'ai mal à la gorge. Tu as mal à la gorge? Bah, tu m'as pas dit ça. Si, je te l'ai dit. C'est pas le paludisme, alors c'est l'angine. T'as pas mal à la gorge, Ulysse. Si. Je vais essayer. Depuis quand t'as mal à la gorge? Hier, j'ai eu mal à la gorge. Après 24 heures de repos et un traitement à l'amoxicilline, Ulysse est de nouveau sur pied. Attraper une angine par 30 degrés à l'ombre, quel comble! Comment tu te sens, petit boy? Bien. Tu te sens bien? La nuit a été bonne? Oui. Ouf, moi je suis soulagé, tu sais. Je suis soulagé de savoir que tu n'as pas le palu. Et comme ça, on peut repartir en toute sécurité. Allez, Phare. Mais cette mésaventure nous a aussi appris quelque chose d'essentiel pour la suite de notre voyage. Alors, il y a des habitants de Vatumanj qui nous ont dit que si Ulysse était tombé malade, c'est parce qu'on n'avait pas fait le petit Tsujan, la petite bénédiction qu'il sied de faire dès qu'on traverse le Vinan. Et ici, ça consiste à jeter une pièce dans l'eau. Et c'est ce que Ulysse va faire. Allez, tu fais Rai, Rua, Telo, Plouf. Voilà, Tsujan Kel. Hein, Marna, hein? Ça rêvait? Nous repartons le cœur léger et riche de cet enseignement. À Madagascar, les fleuves, la mer et les lacs sont des passages éminemment sacrés qu'on ne peut emprunter sans la bénédiction des ancêtres, au risque d'être frappé par le malheur. Les ancêtres. Les prochains Vinan approchent, alors c'est promis, nous respecterons scrupuleusement les traditions lors des futures traversées. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, nous pressons le pas car il y a un rendez-vous que nous ne voulons surtout pas rater. Je crois que c'est lui. J'imagine. Mano? Oh, quelle surprise! Bonjour. Bah, bienvenue. Content de vous voir là. Enfin, Vraiment, c'est une surprise. Hein. On avait prévenu qu'on arrivait, mais on ne savait pas très bien quand dans la journée. Mais en fait, on était tellement motivés que ce matin, il nous a levés à 5 h.
En nous disant venez vite, faut pas qu'on les loupe, faut pas qu'on les loupe. Jeannot est le chef de la 124e mission Armada. Nous avons déjà filmé la 116e mission de cette association de professionnels de santé bénévoles, il y a 16 mois, sur le fleuve Tsiribine de l'autre côté du pays. Ils ont dans le pays 4 itinéraires qui s'enfoncent dans la brousse pour assurer des missions médicales d'urgence dans des villages enclavés. À raison d'un passage en bateau toutes les 5 semaines, ils prodiguent leurs soins aux enfants malnutris, aux personnes âgées et soignent toutes sortes de blessures. Une nouvelle équipe navigue actuellement sur le canal des Pangalanes et il nous était impensable de les rater. Et est-ce qu'il y a beaucoup de monde cette année-là? Cette année, c'est un peu limité là parce qu'on arrive dans une mauvaise période. Hein, c'est la période de la récolte du riz. Et il y a beaucoup de gens qui sont concernés vers la récolte et ces gens-là ne peuvent pas venir consulter. Enfin, il y a quand même du monde, hein. On ne peut pas dire qu'il n'y ait personne non plus. Oui, bah, hier on a eu 140 personnes. Bah, c'est pas mal. On sait qu'il y a beaucoup à faire. Hein. Malheureusement, on ne peut pas être partout. Il faudrait être, non, c'est sûr. Toute l'année, en permanence. Bah, toutes les 5 semaines déjà, c'est déjà pas mal. Oui. Hélène. Toute l'équipe médicale est au travail, mais elle nous accueille chaleureusement. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est fait, ce petit garçon? Il a les pieds tout infectés. Travail au champ oblige, seuls les enfants et les villageois qui n'ont pas pu se déplacer dans les rizières sont venus pour soigner les blessures qui les empêchent de travailler. Mais même blessés, les Malgaches sont courageux. Comme Henri, qui a suivi notre charrette pendant 15 km en clopinant pour venir se faire soigner ici. C'est mal? Non? Non, pas mal. Ils sont à Prodol, de toute façon. Alors, vas-y, prends de l'eau. Ouais. Là, ça a l'air vachement profond. Ça. Ouais. T'as une infection, voilà, il y a de la fibrine, je pense. Ouais. Ouais, Hélène et Paul s'en occupent avec le plus grand soin. Ça va? Ouais. Il est courageux, hein. Maëri Louyanao. Ouais, c'est un homme. Ouais. C'est un homme, un vrai. Il faut lui dire qu'il ne doit pas poser son pied par terre. Parce que sinon, ça ne va jamais guérir et il va perdre son pied. Tangem, hein? Tangem, hein? S'il fait bien tout ça, ça va être long, mais ça va guérir. Par contre, s'il marche avec le pied toujours comme ça va se ressalir, ça va s'infecter, là, ça guérira. Oui. Les médecins ne sont jamais sûrs que les conseils thérapeutiques seront suivis. Dans le besoin, difficile pour ces gens de s'arrêter de travailler pour se soigner. Mais le cas le plus préoccupant aujourd'hui est celui de la petite Nina, qu'ils connaissent bien. Alors Paul, qu'est-ce qu'elle a cette petite fille-là? Donc, il s'agit d'une petite fille qui est déjà suivie par Armada depuis 2 mois parce qu'elle a eu des plaies cutanées au niveau des chevilles qui ont semblé guérir et pour lesquelles il y avait une probabilité ou en tout cas une crainte de tuberculose chez une enfant en plus qui va pas bien, qui est dénutrie, qui est triste et qui est à un mauvais état général. Et là, son état s'est aggravé avec maintenant un gros ganglion au niveau de l'aine qui nous inquiète parce qu'on craint qu'il y ait vraiment un risque d'infection ensuite généralisée. Donc on voudrait la transférer sur un hôpital pour qu'elle ait un drainage chirurgical parce que là, le risque infectieux semble trop important pour la laisser chez elle dans la nature, quoi. Je vais me renseigner pour savoir si c'est ouvert l'hôpital le dimanche. Hein? À Brécaville. Non. Pas d'hôpital ouvert, mais la situation est urgente. Jeannot active donc son réseau Armada pour trouver la solution qui pourra sauver la vie de cet enfant. Thierry, c'est qui? Thierry, c'est un médecin qui travaille pour Armada et qui est en poste à Tamatave. Impeccable, voilà. Moi, le problème, c'est le degré d'urgence. Non, ça peut attendre 24 heures. Est-ce qu'il faut absolument l'envoyer là ou attendre 24 heures? Si tu l'envoies là et qu'elle n'est pas vue par quelqu'un de compétent, ça n'a aucun intérêt. On est sur quelque chose qui est potentiellement grave, mais qui nécessite qu'elle tombe dans les bonnes mains, la bonne personne. Donc si c'est demain, c'est demain. Ça attendra demain. On la garde avec nous ici. On va voir avec le grand-père là ce qu'il en pense. Alors? Oui, il accepte de rester ici ce soir et demain il faut partir. Pour que l'évacuation soit plus efficace. Oui. Grâce au carnet de suivi mis en place par l'association, Nina pourra avoir une prise en charge adaptée à son cas. Le sort de cette petite fille nous touche beaucoup. Elle devient pour nous le symbole de cette 124e mission Armada.
Sauver la vie de cet enfant est un acte qui justifie à lui seul l'action de ces médecins bénévoles. En plus, t'as vu, il va avec ta robe. Leur travail s'inscrit dans la durée et permet d'opérer un suivi médical fiable. Ils améliorent ainsi sensiblement la situation sanitaire des endroits où ils passent. Mais malheureusement, ils ne sont présents que sur des cours d'eau praticables. Nous retrouvons notre charrette et la marche. En quelques jours, sans encombre, nous atteignons l'embouchure d'Andevorant. Cette fois-ci, pas question de laisser de place au hasard. Alors on a du riz, misvari, mistantel, misvulakel et aizadzam. Aidés par les villageois, nous célébrons un fumba pour nous protéger des mauvais sorts. Le riz, le miel et l'argent sont jetés à la mer. Puis le doyen du village s'adresse aux dieux pour protéger notre traversée. On a placé la traversée sous de bons auspices et voilà, tous les esprits sont avec nous, toutes les forces positives sont avec nous. Sauf la pluie, sauf le soleil. Mais il va venir. On va attendre un peu et il va venir. Dès que la pluie s'est arrêtée, nous entamons la traversée. J'ai prévu cette fois une amélioration de notre charrette flottante. C'est la première charrette à voile de Madagascar. Le courant est fort. Les ébus dérivent beaucoup. J'espère qu'avec le vent dans la voile, j'aurai une force de traction supplémentaire pour compenser la dérive du courant vers la mer et soulager ainsi les piroguiers. Allez-y vite là! Cela s'annonce compliqué. Même si nous avons attendu l'étale de haute mer, le courant du fleuve reste préoccupant. Nous devons faire vite. L'aventure commence bien. Le vent s'engouffre dans la voile. Mais nous nous apercevons rapidement que les piroguiers font du surplace. Malgré d'immenses efforts, impossible pour les rameurs de s'éloigner du rivage. Les embarcations dérivent, menaçant d'emporter la charrette vers les déferlantes de la haute mer. Puis, le vent nous abandonne. Le matériel aussi. Attention de couler un petit peu à droite là. Les bidons d'eau sont en train de se remplir, j'ai l'impression. Oh là là! Coule un peu à tribord. Les éléments semblent contre nous. Aurions-nous commis un fade, un de ces interdits qui mettent les ancêtres en colère, nous condamnant à couler et à tout perdre? Mais paniquer n'est pas Poussin. Alexandre sort une pelle qui était restée dans la charrette à cause d'un fade, justement. Il est interdit de faire passer les pelles en pirogue. Et ce petit surplus de puissance fait basculer le sort en notre faveur. Tout le monde redouble d'efforts pour pouvoir atteindre l'autre rive. Ouf, il s'en est fallu de peu. Ramer avec une pelle est un grand interdit. Mais nos compagnons d'infortune me rassurent. La vie est plus forte que les interdits. Si tu avais mis la pelle avec les autres bagages, tu ne l'aurais pas eu pour nous aider. C'est donc que l'interdiction est voulue par les ancêtres. Hey, les gars! Zéri! Crevaison! Regarde! C'est pour ça que ça penche à droite. Putain, il y a une épine! Et voilà. L'épine est là. Voilà ce qui a failli nous perdre. Avec ça, j'ai failli tout perdre. Ça tient à rien. Ça tient à rien. Nous reprenons la route, mais à peine sur la terre ferme, une petite surprise nous attend. Incroyable! On vient de passer de l'autre côté et là, on tombe sur cette plaque en mémoire de Monseigneur de Solage, décédé à Andevorant le 8 décembre 1832. Eh bien, c'est, je dirais pas un ancêtre puisqu'il n'a pas eu d'enfant, mais il est de ma famille.
Je descends sans doute d'une de ses sœurs, qui s'appelait Rose de Solage. Et on a le tableau à la maison. C'est incroyable. C'est dingue, hein? Tu te rends compte, Philou? C'était un de tes oncles. Il est sûrement enterré ici, là. Génial. Tu te rends compte? Oui. Solage est reconnu par l'Église malgache comme son premier martyr. Nous nous demandons si dans ce pays de sortilèges, ce n'est pas son âme qui a protégé notre traversée. Un missionnaire. Ben voilà, ça fait 2 ans et 2717 km qu'on attend ça. Une route magnifique, ombragée, sans trous, sans boue. Une route normale, quoi. Et là, on vit un pur moment de bonheur. Surréaliste. On a du mal à imaginer qu'on est à Madagascar. Une petite clairière, c'est tellement joli, regarde la route, magnifique. On n'a jamais eu une route comme ça. On avance vite. Quel bonheur! Les enfants, j'ai une révélation à vous faire. Nous avons passé... Hey, on a passé la latitude du Rouve. Wow. On est plus au nord que le Rouve. Ouais! On vient donc de faire le tour du sud de Madagascar. L'intégralité. C'est accompli. On est au nord de la capitale. Ça y est. Vous voulez que je vous montre sur la carte? Ouais! On est arrivé dans Dovorante. On est remonté là dans la belle forêt, cette route magnifique, la plus belle route depuis le début du voyage. Ici on a déjeuné. Et là on a déjeuné. Eh bien c'était la latitude du Rouve. Voilà, je l'avais noté. Latitude du Rouve. Et là on est ici. C'est là qu'on dort. Position GPS. Ouais, Madatrek, c'est ça aussi, hein. Ça fait 2 mois qu'on vit sous la pluie et on sort rarement la caméra, donc ça se voit assez peu. Mais notre quotidien, ça a été ça aussi. Alors à midi, il y a toujours une petite éclaircie, bienvenue, pour faire sécher la tente, parce que s'il fallait remonter la tente mouillée le soir, là, ça serait moins glauque. On dit qu'il y a 2 saisons sur la côte Est. Une saison des grandes pluies et une saison des petites pluies. Nous sommes dans la saison des petites pluies. Il pleut un peu, mais tous les jours. Et c'est parfois difficile à gérer. Ça rappelle Wanganjan, hein? Ouais. Mitou Wanganjan, hein? Alors j'ai des petits compagnons d'infortune. Cette petite famille qui avançait sur la piste bourbeuse avec le Rayamanjan ici, qui est un vieux monsieur qui était surchargé d'un sac de 25 kg de riz, la récolte de son Varimbouli. Et ben voilà, hein. 25 kg de plus, qu'est-ce que ça fait pour les ébus? Voilà, le sac il est là. Et comme on va tous dans la même direction, de toute façon. À Madagascar, l'adversité crée le lien. Nous faisons un bout de chemin avec cette famille qui revient des champs. Pour quelques heures, nous sympathisons chaleureusement avec Isas, Josiane, Sylviance et le petit Roméo. Ben voilà, Madatrek, c'est partager 1/100 de la condition de ces gens qui vivent au jour le jour une vie difficile, ardue, dans des conditions difficiles et toujours dans la simplicité et avec le sourire. Ah, ici, stop. C'est normal.
nord de Brickaville, 3 lacs sacrés s'égrènent le long du canal des Pangalanes, entre ciel et mer. Les 2 premiers, Raswabé et Raswamasai, sont reliés par un détroit que nous devons traverser. C'est un lieu très sacré, et au vu de notre dernière mésaventure à Andévorante, nous mobilisons toutes nos chances pour mettre Zanahar et les ancêtres de notre côté. On vient d'arriver, on est avec le chef du Fuktan qui va nous faire le petit soudjan. Donc on a pour se faire du rhum, du dzam, du tantel, du miel, là-dedans du bon riz blanc, et il manque le principal que nous n'avons pas retrouvé, la limonade, le bonbon anglais. Ça va passer quand même? Ouais. Ah, mangamtundi Zanahar zetu. Telko vilandriamanitra Zanahary. Zanahary zany, Zanahary lahy, Zanahary vavy, rabibolo tratra, ramadivanjako. Raha koranina tsisy zavatra marobe fa dia aro korana zany angata dalany ro Alexandre ka le indrindra ro Sonia. Arahin zegny gida, zanaka madiny. Itondra sarety, ombo-tsarety, itsakany Raswabe Raswamasai. Tory de Madagasikara. Ombolay fotsy loha zary tsara miroso, tsara miverina, salama tsara ny vatagna anjareo. Andeha ara-dalàna ny farany ty Madagasikara ty. Saotra, ya. Madame Sonia ka. Masy. C'est un moment fraternel. Nous partageons le rhum avec les esprits des ancêtres et tout le reste de l'équipe. Heureusement que nous n'avons pas dû sacrifier un zébu. En espérant que les offrandes à la pierre sacrée nous protégeront, nous traversons la lagune à pied. La légende dit que Raswabé et Raswamasai étaient les épouses de Darafif, un titan polygame. Jalouses l'une de l'autre, elles se seraient donné la mort mutuellement, chacune espérant rester l'unique femme. Anéanti par ses pertes, le demi-dieu créa 2 lacs en lieu et place d'une grande rizière, leur conférant un caractère sacré, marqué de nombreux interdits. Le rouge y est proscrit et la consommation de porc strictement prohibée sous peine de mort. Faute de pistes et de plages, nous contournons le lac Raswamasai, la grande et belle femme en malgache. Cette divinité nous porte littéralement sur ses eaux sacrées. C'est un moment de grâce dont nous profitons avant de devoir nous enfoncer dans la forêt. Tu vas tirer à droite là? Ce n'est pas une forêt, mais une jungle d'une incroyable densité que nous devons traverser. Chaque mètre parcouru est un combat que nous pourrions perdre sans les talents de pilotage de Revel. Ça passe tout juste, parfait. Un peu à droite. Impeccable. Passe pas là. Ah, là ça passe pas, il faut le couper celui-là. Et sans oublier non plus les talents de bûcheron d'Alexandre. La charrette est bloquée et nous devons couper plusieurs arbres qui barrent la piste. Voilà. À gauche. Impeccable. Impeccable. On a un pilote de compétition là. Il y a un trou, c'est ça? Zut, il y a un trou. C'est bon? Quand ce ne sont pas les arbres, c'est le terrain qui nous joue des tours. Je ne sais pas quel esprit hante cette jungle, mais il n'a pas l'air décidé à nous laisser passer. Aïza, revienne. Aïza, revienne. Bon, on a un zébu là qui est tombé dans un trou, il est en train de se tordre la patte. J'espère qu'une chose, c'est qu'elle n'est pas cassée. Aïza, la hache. Où est la hache? Si elle est cassée, on fait comment? On est mal. On va voir. Continue à couper ici, continue. Je sais pas la patte. Allez, babe. Allez, babe. Ah, besoin de mouvement. Allez, comment elle est ta patte? Mais il y avait déjà. Ça va, elle n'est pas cassée. Oh. Oh. Elle est pas cassée. Il va bien. On aurait fait comment? Ah, c'était dramatique. Si elle avait la jambe cassée. On l'aurait mis dans la charrette? Ouais, on l'aurait mis dans la charrette. Allez, il a eu l'intelligence de ne pas forcer. Oh.
Alors. Bamana Trek, c'était fort en émotion aujourd'hui. Hein. Il y avait d'abord le lac Raswa Masai. Ensuite, il y a eu cette incroyable traversée de forêt. Il y a eu l'accident. L'accident de Assad Assad avec sa jambe retournée. Et là, maintenant, c'est un paysage qu'on connaît. Ouais, ça, on aime bien ça. Le soleil et la mer. Oh là là, il y a des et le vagues sable. gigantesques là. Ouais. Nous retrouvons la quiétude de la plage. Nous devrions atteindre demain le lac d'Ampitabe. Mais le parcours n'est pas de tout repos. Nous longeons avec difficulté une partie de côte où la plage est exceptionnellement étroite. Rongée par la mer, elle est fragilisée par l'exploitation des filaos, ces arbres indispensables qui retiennent la dune. Ça, c'est un des charbonniers qui part tous les matins détruire systématiquement tous les filaos de la plage et de la côte. Il n'y en a plus un seul là debout. Il les coupe pour les transformer en charbon. Pourquoi pas, mais le malheur, c'est qu'il n'en plante pas des filaos. Allez-y, les enfants. Donc voilà comment ça se passe. Ils coupent tous les arbres. Ils font ces grands trous, vous voyez, ces grands trous dans le sable, où ils mettent le bois, et ils le font brûler sans oxygène, c'est pour ça que ça fait du charbon. Et voilà, ça c'était un magnifique filao qui retenait la dune, multicentenaire, absolument énorme, c'est du bois dur, qui fait un charbon de très bonne qualité, malheureusement. Là c'est un vrai bout de charbon en revanche, ils l'ont oublié celui-là. Tous les 100 mètres, c'est comme ça, parce que tous les 100 mètres, il y avait un filao. Et aujourd'hui, systématiquement, tous les filaos sont éradiqués. Et toute cette côte était protégée par ces filaos. Et aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. Et voilà, ça c'est du sable frais qui descend. La côte est en train d'être mangée. Sous nos yeux, là. C'est un mélange d'océan qui monte et de destruction des filaos. Là, il est urgent de sécuriser ce front de mer là, en replantant des filaos plutôt qu'en les coupant. La déforestation est un véritable fléau. Et c'est sur une plage rétrécie que nous avançons vers notre prochaine destination. Nous avons rendez-vous ce matin avec Angélique de Camp, qui, avec son mari Stéphane, possède l'hôtel Pangalan Jungle Nouf. Angélique, Oui. Ce couple protège la dernière forêt primaire de la côte Est. Alors on est arrivé sur les berges du lac Ampitabe, qui est notre 3e lac sacré, près du village d'Anjanukutch. Et on est avec le président Fukpan d'Anjanukutch, qui est aussi le guide de la forêt de Voéboul, qui est une forêt qui est juste au nord du lac Ampitabe. Et depuis 1000 km qu'on marche sur cette côte est, c'est la première fois qu'on voit un ensemble forestier aussi bien préservé. Et Nabé, qui est ici, protège cette forêt depuis une quinzaine d'années avec toute la communauté locale. Et ça ne se fait pas facilement, sans heurts, parce qu'évidemment cette forêt est convoitée. Et c'est tout un bras de fer entre lui, qui a compris que c'était un patrimoine mondial de l'humanité, et un patrimoine pour les générations futures de sa communauté. Et qu'il fallait absolument le préserver. Et qu'il fallait le préserver pour qu'il soit visité et protégé. En marchant sur une véritable moquette de mousse, Nabé nous fait découvrir sa forêt. Ça, c'est un café sauvage. C'est dans la famille de Robusta. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Oh, c'est une orchidée. Elle est magnifique. Du monde ? Non. La forêt est un écrin qui protège une multitude de plantes endémiques locales. Coincée entre un long lac aux crocodiles, le canal des Pangalan et le lac Ampitabe, elle est malheureusement attaquée par les trafiquants de bois venus de Tamatave
et commence à se dégrader. Dessus, c'est le sac de charbon. Charbon de Filao? Ouais. Et en dessous, il y a les bois qui ont été volés dans la forêt. Au-dessous, ouais. Et c'est illégal? C'est illégal. Nous traversons le lac aux crocodiles qui protège encore une partie de la forêt de ces trafics. Et dans cette zone préservée nous attend un spectacle exceptionnel. Ce qu'on fait là, c'est le circuit découverte. Circuit découverte, il faut chercher. Cherche. C'est trop superficiel là. J'en ai une. Waouh. Tu vois? Oh mais oui, t'as trouvé une petite grenouille. Vous la voyez, Nabé? Le gibet mantis. Gibet mantis. Ouais. Donc ne dis plus que je suis superficielle pour chercher. Ah ben non, tu es pas superficiel, tu vois. Cette petite gibet mantis, elle habite dans cette plante. C'est pour empêcher le serpent de les chasser. Les serpents, ils ne peuvent pas se grimper sur cette plante parce que cette plante est pleine d'épines. Et là, elle est protégée. Et elle vit toute sa vie là-dedans? Elle vit toute sa vie là-dedans. En fait, on a une vie merveilleuse. Aujourd'hui, notre travail, c'est chercher des grenouilles minuscules. Donc c'est passionnant, tous les jours ça change. Mais imagine que ce soit toute la vie chercher des petites grenouilles minuscules. Peut-être qu'à la fin, on se lasserait. Oui, je crois que ça serait moins drôle. Venez voir, la plus petite grenouille du monde. Vous l'avez trouvée? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Elle est minuscule. Elle est microscopique. C'est le Stantia vuibulensis. Mon Dieu! C'est la grenouille endémique de notre forêt de Vuiboule. Oh, elle est là. On dirait une puce. Ouais, elle fait des grands bonds, hein. Bouge capuche. La grenouille est de la taille de ce grillon minuscule, qui fait 4 mm de long. Elle est trop mignonne. C'est magique. Elle est toute petite. Elle est tellement... Quelle merveille. J'ai envie de l'embrasser. Si tu l'embrasses, tu l'avales. Hein. C'est gros comme une lentille. Ouais. Ah, elle a sauté. Bouge pas, je vais essayer de la voir. Elle a sauté, elle a disparu. Et là, on bouge plus parce qu'on a trop peur de l'écraser. C'est incroyable. Oh, venez voir, je n'ai une autre espèce de grenouille du monde. Comment elle s'appelle celle-là? Plétodontilla notoctista. Ah, attention, Ulysse. Regarde, écartez-vous. Magnifique. Alors elle, c'est la femelle. Elle est plus grosse. Son mâle est la moitié de sa taille. Ah bon? Oui. Ouais. Donc c'est la deuxième grenouille endémique de cette forêt. Ouais. Il y a dans cette forêt de lilliputiens et de fées quelque chose de magique. Et Nabé nous lance à la découverte de son plus précieux joyau. Alors, on regarde par terre parce qu'on cherche le plus petit caméléon du monde, qui s'appelle le Brookesia minima. Ça fait maintenant 1h30 qu'on le cherche. On n'a rien vu de gros, on n'a rien vu d'impressionnant dans notre échelle de mesure humaine, mais dans le monde microscopique, on découvre tous les jours des trésors insoupçonnés. Et alors c'est une réserve qui s'arpente en fait à pas menus. On parcourt peut-être 10 mètres en 1 heure, encore 10 mètres, parce qu'on cherche ce minuscule petit caméléon. Il faut vraiment avoir l'œil. Je le vois pas, il est là. Ah oui. Et là, je suis à 50 cm de lui. Et honnêtement, si je savais pas que c'était un caméléon, je dirais que c'est une fiente d'oiseau. Une brindille. Je pense qu'il mesure 1 cm, 2, 3 cm. Il mesure 3 cm. Extraordinaire. Tellement fragile, tellement vulnérable, qu'il y a une sorte de fascination là, moi. Je serais prêt à passer toute la journée à le regarder. Mais il faut bien le laisser tranquille.
C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. Je ne sais pas quand est-ce qu'on reviendra ici. Je ne sais pas si la forêt existera toujours. C'est extraordinaire de voir ces choses-là. Brookesia minima n'a été découvert qu'en 2010 par des chercheurs américains. Avec la grenouille Stumpfia voibolensis, ils ont été reconnus comme les plus petits spécimens de leur espèce. Nous sommes très troublés par cette fragile forêt lilliputienne. Et nous nous donnons pour mission d'alerter les autorités sur l'urgence de sa protection. Nous décidons de rester, le temps de contacter les ministères responsables. Alors après la forêt de Voiboul, on traverse le lac Ampitabe et on va rejoindre le Palmarium, qui est une réserve de lémuriens. Sur la rive sud du lac, il y a un autre opérateur économique, le Palmarium. Il est mignon le couronné. Il a un V. C'est un lieu dédié au tourisme où des lémuriens ambassadeurs, habitués à la présence de l'homme, nous accueillent. Pour le plus grand bonheur de Phileï. C'est une petite réserve de 50 hectares protégée par Sylvain et qu'il connaît comme sa poche. Des qui arrivent, là, la deuxième. Oh, ils arrivent tous, ils arrivent tous. Elle abrite 7 espèces différentes de lémuriens provenant des 4 coins du pays et nous permet de côtoyer de très près ces animaux en sursis dont l'espace vital se réduit de jour en jour. Une bonne façon de sensibiliser à leur fragilité. Jamais, depuis le début de Madatrek, nous n'avions pu voir des lémuriens de si près. Sylvain imite le cri si particulier de l'Indri Indri avant de partir à sa recherche au cœur de la forêt. Ah oui, ça c'est un cri très mélancolique, hein. Tu sens la mélancolie, la force. Avec la chance, Phileï, t'as vu? Ils ont chanté. Indri Indri est le plus grand lémurien de Madagascar. Et c'est aussi un des plus sauvages. Incapable de survivre en captivité, il est en danger critique d'extinction avec moins de 1000 individus sur l'île. Il est inscrit sur la liste des 25 primates les plus menacés au monde. C'est un immense honneur qu'il nous laisse ainsi entrer dans son intimité. Mais c'est la nuit que le plus exceptionnel reste à découvrir. Alors le Palmarium a développé une île sur laquelle il y a 6 aïe-aïe, qui est une espèce de lémurien nocturne tout à fait particulière, très très rare. Ce sont des animaux qui se nourrissent de noix de coco et d'insectes. Comme ici il n'y a pas de cocotier, ils apportent les noix de coco. Et là, il y a un aïe-aïe. Oh, ses oreilles, elles sont énormes. Oh, c'est trop mignon. Il ressemble un peu à Gollum. Moi, je trouve que ça ressemble à un troll poilu. Ou à Voldemort. Il ressemble vraiment à un Gremlins. Il a un ongle, un doigt beaucoup plus long qui lui permet d'aller chercher au fond des écorces, dans les petits trous, des petits insectes, des petites larves pour se nourrir de ça. Ah, il y en a un qui arrive. Oh, il y en a un qui arrive là. Alex, là. Il y en a un là. Pouvoir observer des aïe-aï dans la nature est unique au monde. Cet étrange lémurien se fait très rare. En plus d'être décimé par la déforestation, il est considéré comme nuisible par les planteurs de coco et de canne à sucre.
Et à cause de son apparence, il est aussi chassé par les populations locales qui le considèrent comme un animal maléfique. Recule doucement, c'est toi qui lui fais peur. Mais aujourd'hui, un espoir subsiste pour sa survie, car récemment, des scientifiques ont réussi à le faire se reproduire en captivité. Nous revenons au nord du lac Ampitabe, où nous nous imprégnons de la splendeur de Vohibul. Après 10 jours de négociations, nous réussissons à faire venir Antar Abetaliana, secrétaire général du ministère de l'Environnement, et Roland Ratsirac, ministre du Tourisme. Notre mission, leur faire découvrir les merveilles de cette forêt pour les convaincre d'engager des actions officielles pour la protéger. La forêt qu'on va visiter là, c'est une forêt de 2000 hectares. 2000 hectares 2000 hectares. 1500 hectares c'est encore dense et 500 hectares est déjà dégradé. La forêt de Vohibul n'a aucun statut pour la mettre à l'abri du pillage. Aujourd'hui, seuls les hôteliers du lac et certains riverains agissent pour sa protection en dénonçant les trafiquants de bois. L'avenir est au développement d'un tourisme solidaire et à la sensibilisation des populations voisines. Alors vous voyez, Anta, Oui. les sentiers sont minces et il ne faut pas détruire les mousses. Donc c'est pas fait pour les grands groupes et c'est pas fait pour aller vite. C'est vraiment une forêt qui s'approche doucement, modestement, avec humilité. C'est le Wapaka, la famille Wapaka. Car toucher les touristes n'est pas suffisant. Il faut agir auprès des populations riveraines pour qu'elles défendent leur forêt des appétits extérieurs. Et souvent même contre les élites locales pour lesquelles c'est un moyen d'enrichissement personnel. Première étape, sensibiliser nos hôtes à la destruction de la forêt. Voilà, tout ça, c'est des copeaux de débitage, ça. Et là, c'est un itinéraire de pénétration. Et ce repère-là n'y était pas. Donc ils se disent, à la bouteille, tu vas chercher le bois que j'ai coupé cette nuit. Donc j'enlève la bouteille. Voilà. Et cela a été coupé quand on est passé. Vous voyez, Anta? Masumizeri, hein? Tant qu'on l'a pas vu. Oui, je pense qu'on est à la limite là. C'est encore rattrapable. Il faut plus qu'on attende. C'est ce qui avait motivé le fait qu'on ait voulu vous rassembler. Oui, je pense que vous avez gagné. Maintenant, il faut qu'on réagisse, trouver la bonne stratégie. C'est bien parti. Anta prend conscience de ce que le ministère de l'Environnement peut faire. Les femmes d'abord. Deuxième étape, leur montrer les espèces en sursis qui peuplent cette forêt. Maintenant, Anna B de faire ce qu'il fait de mieux, trouver des grenouilles. Tu es où, ce chien? Ah ouais. Ah oui, là, oui. Punaise, là, parce qu'à l'œil nu, on peut pas voir ça. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé. Le Staphyia pygmée, à côté de feuilles vertes là. Voilà. Elle bouge là. Elle bouge. Oh, Voilà. elle a sauté là. Elle est là. Entre la feuille et la mousse. Ouais. Elle pose pour moi là. C'est le barouni. Elle aussi est endémique locale. Comment? Les minuscules grenouilles deviennent en un instant de véritables stars. Là, il y a une araignée verte. Ouais. Les filles là vertes. Comme pour sauver leur forêt, toutes les mini-créatures surgissent autour de nous. Oui, c'est un véritable festival. Tu veux voir? Ouais. Ouais, par ici, peut-être, je sais pas. L'opération séduction a l'air de fonctionner. Passons à la troisième étape. Laisser parler la forêt. C'est ici qu'on prend la mesure de la beauté du site. Vous allez voir. Moi, c'est ici que j'ai pleuré.
petit canal, au bout du lac aux crocodiles, est arpentable à pied. Il offre alors un point de vue bouleversant qui nous fait ressentir toute l'âme de cette forêt magique. Anta tombe sous le charme, et son assistante aussi. Est-ce que vous êtes tombée amoureuse de l'endroit? On ne peut pas ne pas tomber amoureux de ça. Vous êtes d'accord? Ah oui. Moi qui suis un étranger, un vaïm de passage, j'ai vu ça et je me suis dit, mon Dieu, quel trésor. Il faut le protéger. Il faut vraiment protéger. Et on va tout faire pour protéger. Il faut vraiment tout faire. Mission accomplie. Après cette visite, la forêt de Vaux-et-Boules obtient le haut patronage du président de la République. Le ministère de l'Aménagement du Territoire soutiendra un projet de protection en réserve communautaire et une grande compagnie privée financera des projets sociaux au bénéfice des populations. Cette incroyable forêt de Vaux-et-Boules semble être provisoirement sauvée. Dans une ambiance de liesse, nous regagnons la plage où une dernière section de marche nous attend jusqu'à Tamatave. C'est ici que nos chemins se séparent. Au revoir, Ilis. Salut mon frère. Nous sommes heureux et tristes de devoir quitter Nabé et surtout Angélique qui fait tellement pour la communauté à force de gentillesse, de générosité et de volonté. Dans les Pangalanes, nous avons affronté la nature et les mises en garde des ancêtres. Mais ce sont les hommes qui nous ont appris que si nous respections toujours ces traditions, nous n'aurions plus jamais rien à craindre. Nous repartons confiants et grandis.